Mars 1940. La Grande-Bretagne est lentement étranglée. Non pas par des bombes tombant sur Londres, ni par des chars traversant la campagne, mais par quelque chose de bien plus insidieux, la disparition silencieuse des navires dans les eaux froides et sombres de l'océan Atlantique. Chaque semaine, un nouveau convoi quitte les ports nord-américains, chargé de nourriture, de carburant, de médicaments et de matières premières. Et chaque semaine, de moins en moins de navires reviennent. Les chiffres racontent une histoire terrifiante durant les 4 premiers mois de 1940. Seulement les U-bootés allemands envoient plus de 250 navires alliés au fond de l'Atlantique. Ce ne sont pas de simples statistiques sur une carte navale. Ce sont des milliers de tonnes de nourriture qui n'atteindront jamais les tables britanniques du carburant, qui n'alimentera jamais les usines britanniques et des marins qui ne reverront jamais leur foyer. Le Royaume-Uni importe environ 55 millions de tonnes de marchandises chaque année pour simplement survivre. La nation insulaire ne produit qu'environ 30% de sa propre nourriture. Sans ces convois, le pays serait condamné à la famine en quelques mois. L'amiral Karl Dönitz, commandant de la flotte de U-bootés allemands, c'est exactement ce qu'il fait. Il a perfectionné la tactique de la meute, le Wolfpack, des groupes de sous-marins chassant ensemble, coordonnant leurs attaques, submergeant les escortes de convois. Ces U-bootés ne se battent pas à la loyale, ils frappent de nuit, surgissant à la surface, dans l'obscurité, où le sonar ASDIC britannique ne peut les détecter. Une seule torpille peut couler un cargo de 10 000 tonnes en quelques minutes. L'équipage, s'il a de la chance, peut avoir juste le temps d'abandonner le navire avant que les eaux glaciales de l'Atlantique ne les engloutissent. Les commodores des convois britanniques font face à des choix impossibles, à chaque traversée naviguer plus vite et laisser les cargos plus lents derrière eux, zigzaguer pour éviter les torpilles au prix d'un carburant précieux, ou rester groupés pour se protéger, tout en offrant une cible plus large. Chaque décision peut signifier la vie ou la mort pour des centaines d'hommes. Winston Churchill, qui deviendra Premier ministre en mai 1940, écrira plus tard que le péril des U-bootés fut la seule chose qui m'effraya réellement durant la guerre. Réfléchissez-y, un homme confronté à l'invasion nazie au Blitz, à la chute de la France, mais ce qui l'empêche de dormir, ce sont les chasseurs silencieux rôdant sous les vagues. Au printemps 1940, la flotte marchande britannique meurt plus vite que les chantiers navals ne peuvent la remplacer. La Royal Navy est étirée jusqu'à la rupture, tentant simultanément d'escorter les convois, de traquer l'ennemi et de défendre le territoire national. Les capitaines de destroyers épuisent leurs navires, à force de courir d'un convoi à l'autre. Il n'y a jamais assez d'escortes. Certains convois traversent l'Atlantique avec seulement 1 ou 2 unités de guerre pour protéger 30 ou 40 cargos. Et le pire, c'est que les sous-mariniers allemands deviennent de plus en plus audacieux. Ils opèrent désormais en groupe, partagent leurs renseignements et appellent leurs compagnons de meute dès qu'ils repèrent un convoi. Un seul U-boot suit les marchands. Pendant la journée, transmet leur position par radio, puis à la tombée de la nuit, 5 ou 6 sous-marins convergent pour un massacre coordonné. Les marins britanniques appellent bientôt cette période « The Happy Time », le temps heureux. Mais c'est le surnom donné par les Allemands. Pour les équipages de U-bootés, c'est de l'entraînement au tir. Pour les Alliés, un cauchemar. Et pourtant, les meutes de loups ne sont pas le pire des problèmes britanniques, car tandis que Churchill et ses amiraux concentrent leurs efforts sur la menace sous-marine, un autre tueur rôde dans les eaux. Un tueur qui ne chasse pas en groupe, n'a pas besoin d'équipage et frappe sans avertissement dans des endroits où les navires devraient être parfaitement en sécurité.
Le 21 novembre 1939, le destroyer britannique HMS Gypsy navigue dans l'estuaire de la Tamise, juste au large des côtes anglaises. Ce ne sont pas des eaux ennemies, c'est pratiquement le jardin de la Grande-Bretagne, un chenal que la Royal Navy a balayé des dizaines de fois à la recherche de mines. Puis, sans le moindre avertissement, une explosion massive éventre la coque du navire. Le Gypsy coule en quelques minutes. Aucun sillage de torpille, aucun périscope aperçu, aucun signal d'alerte. 3 jours plus tard, cela recommence. Le cargo SS Terukuni Maru explose dans la même zone. Puis, un autre et encore un autre. Des navires sautent dans les ports, aux embouchures des rivières et dans les eaux côtières censées être sûres. Les explosions sont catastrophiques, des proues entières, arrachées, des coques brisées, en 2 des équipages tués instantanément. Au début de décembre 1939, plus d'une douzaine de bâtiments ont été perdus dans les eaux territoriales britanniques et personne n'a la moindre idée de la cause. L'amirauté est désemparée. Ce ne sont pas des attaques à la torpille. Aucune trace d'activité sous-marine dans ces zones peu profondes et fortement patrouillées. Ce ne sont pas non plus des mines à contact traditionnelles. Les dragueurs de mines britanniques ont arpenté ces routes à maintes reprises sans rien trouver. Les navires naviguent simplement vacants à leurs affaires, puis cessent soudainement d'exister dans une colonne d'eau et de métal tordu. La panique commence à s'emparer du transport maritime britannique. Des capitaines qui avaient affronté les U-boots dans l'Atlantique sans broncher sont désormais terrifiés à l'idée d'entrer dans leur propre port. Car au moins, avec un sous-marin, on sait ce que l'on affronte. On peut zigzaguer, déployer des escortes, larguer des grenades sous-marines. Mais ceci, c'est comme combattre un fantôme. Les équipages commencent à surnommer l'estuaire de la Tamise le piège de la mort. Certains capitaines de cargo refusent catégoriquement de traverser certains chenaux, même sous ordre direct. Les pertes continuent de s'accumuler en décembre et jusqu'en janvier 1940. Le cuirassé HMS Nelson, 45 000 tonnes de puissance navale britannique, heurte quelque chose au large de l'Écosse et regagne le port de justesse, l'étrave presque arrachée. Si même les navires capitaux ne sont plus en sécurité, rien ne l'est. Les ports britanniques deviennent des cimetières, et la Royal Navy ignore encore ce qui détruit ces navires. Puis survient la percée. Le 23 novembre 1939, à peine 2 jours après le naufrage du HMS Gypsy, un avion allemand est aperçu, larguant quelque chose en parachute sur les Vasières, près de Shoebury-Ness, à marée basse. Quand la mer se retire des artificiers britanniques, s'approche prudemment. Ce qu'il découvre va tout changer. C'est une mine, mais rien de semblable à ce que la Royal Navy a jamais vu. Pas de corne de contact, pas de mécanisme de détonation visible. Elle repose là dans la vase presque inoffensive, en apparence. Le lieutenant-commandant John Ouvry et son équipe passent des heures à l'examiner avec précaution, sachant qu'un seul faux mouvement pourrait les vaporiser, eux et la réponse à l'énigme britannique. Ils travaillent avec l'eau glacée, qui leur lèche les bottes, à mesure que la marée remonte, luttant contre le temps. Ce qu'ils découvrent à l'intérieur provoque une onde de choc à l'amirauté. Cette mine n'attend pas qu'un navire la heurte, elle n'a besoin d'aucun contact physique. À l'intérieur de la coque se trouve quelque chose de bien plus sinistre, un capteur magnétique capable de détecter la coque métallique des navires qui passent au-dessus. Lorsqu'un bâtiment navigue à proximité, la mine ressent le champ magnétique de tout cet acier et ce fer, puis explose. Les Allemands ont littéralement transformé la physique en arme. Soudain, tout s'éclaire.
les attaques d'en haut peu profondes, les explosions dans les ports, les dragueurs de mines passant juste au-dessus des engins sans les déclencher. La Grande-Bretagne ne combat plus seulement des sous-marins. Elle affronte un ennemi invisible qui transforme la coque métallique de chaque navire en sentence de mort. La mine magnétique capturée atterrit sur le bureau d'un homme qui, à vrai dire, n'a rien à faire dans la Royal Navy. Charles Goudev est un professeur de chimie canadien venu au Royaume-Uni grâce à une bourse universitaire avant la guerre. Ce n'est pas un militaire ni un architecte naval, c'est un scientifique entraîné dans la mobilisation désespérée du pays qui cherche à recruter chaque cerveau disponible contre la menace nazie. À la fin de 1939, l'Amirauté crée un organisme baptisé Department of Miscellaneous Weapons Development, autrement dit le département du développement d'armes diverses, une sorte de dépotoir pour les idées non conventionnelles et les esprits un peu excentriques qui les conçoivent. Goudev y trouve parfaitement sa place. Lorsque le problème des mines magnétiques arrive sur son bureau au début de 1940, la plupart des officiers de marine raisonnent de manière classique: construire de meilleurs dragueurs, renforcer le blindage des coques, cartographier plus précisément les champs de mines. Ce sont des approches sensées logiques, issues de marins chevronnés. Goudev lui voit le problème sous un tout autre angle. Il comprend quelque chose que les amiraux ignorent. Ce n'est pas un problème naval, c'est un problème de physique. La mine ne se soucie ni de l'épaisseur du blindage, ni du dessin de la coque. Elle réagit à des champs magnétiques. Chaque navire est en réalité un gigantesque aimant flottant. Les coques d'acier se magnétisent lors de la construction, le martelage, le soudage, la mise en forme du métal, alignent progressivement les molécules de fer selon le champ magnétique terrestre. Même après le lancement, le navire conserve cette signature magnétique et c'est elle qui tue les équipages. La solution de Goudev paraît complètement folle lorsqu'il la propose. Pour la première fois, il veut envelopper entièrement les navires de câbles électriques et y faire circuler du courant. Des milliers de mètres de fils enroulés autour des coques, alimentés par des générateurs embarqués, afin de créer un champ électromagnétique capable d'annuler le magnétisme naturel du navire. Il veut rendre les navires magnétiquement invisibles. La réaction initiale de l'Amirauté est exactement celle qu'on imagine. Des officiers supérieurs, ayant passé 30 ans en mer, se font dire par un professeur d'université qu'ils doivent transformer leurs bâtiments de guerre en électroaimants flottants. Certains croient à une plaisanterie, d'autres pensent qu'il leur fait perdre leur temps. Un amiral lui aurait même demandé s'il avait bu, mais Goudev a les calculs pour le prouver. Il explique que tout champ magnétique possède 2 pôles, nord et sud. La coque du navire crée son propre champ magnétique, et si l'on génère autour d'elle un champ égal et opposé, les deux s'annulent. C'est le même principe que les casques à réduction de bruit, sauf qu'au lieu d'annuler des ondes sonores, on annule des champs magnétiques. Pour les capteurs de la mine, le navire n'existerait tout simplement pas. Il passerait au-dessus de l'arme sans jamais déclencher le détonateur magnétique. Un seul problème, personne n'a jamais tenté cela, sur quoi que ce soit, de plus grand qu'une barque. Goudev propose de démagnétiser de Gauss, le terme technique dérivé de la mesure du champ magnétique, et il veut l'appliquer à chaque bâtiment de la flotte britannique, cuirassés destroyers, cargos pétroliers, chalutiers, des milliers et des milliers de navires, chacun nécessitant des calculs spécifiques, un enroulement de câbles précis, une calibration méticuleuse. La logistique est vertigineuse, et la Grande-Bretagne n'a pas le temps. Des navires explosent chaque jour. Les mines magnétiques se répandent dans toutes les grandes voies de maritimes autour des îles britanniques. Les U-boots coulent déjà les cargos en pleine mer.
À présent, les navires ne peuvent même plus atteindre leur port en sécurité. Si la Royal Navy passe des mois à tester et débattre de l'idée de Goudev, il ne restera peut-être plus de flotte à sauver. Alors malgré le scepticisme, malgré l'ampleur astronomique de la tâche, malgré le fait que cela ressemble à une idée sortie d'un roman de science-fiction, l'amirauté donne à Goudev l'autorisation d'essayer. Elle n'a pas de meilleure option. Parfois, en temps de guerre, il faut tout miser sur la folie d'un seul homme. Voici ce qui rend la mine magnétique si diaboliquement ingénieuse. La Terre elle-même est un gigantesque aimant avec des lignes de champs magnétiques courant du pôle Nord au pôle Sud. Quand on construit un navire, qu'on martèle des plaques d'acier, qu'on soude des joints, qu'on cintre le métal, tout ce travail s'effectue à l'intérieur du champ magnétique terrestre. Les molécules de fer de l'acier s'alignent progressivement sur ce champ comme de minuscules aiguilles de boussole pointant toutes dans la même direction. Le navire devient ainsi permanemment magnétisé, portant ce que les scientifiques appellent d'une signature magnétique. Cette signature est la plus forte aux extrémités du navire, la proue, et la poupe, là où la coque se courbe le plus. Un cargo typique de 10 000 tonnes crée un champ magnétique détectable à 30 pieds, environ 9 mètres. Les cuirassés, avec leur blindage d'acier massif, génèrent un champ encore plus intense. Ce champ ne s'interrompt pas lorsque l'équipage quitte le bord. Il ne disparaît pas dans le brouillard ni dans l'obscurité. Il est toujours là, rayonnant depuis la coque, comme un signal lumineux disant « Détonnez ici » à toute mine magnétique dans les environs. Les ingénieurs allemands l'avaient parfaitement compris lorsqu'ils ont conçu leur arme. La mine repose sur le fond marin, patiente et silencieuse. À l'intérieur de sa coque étanche se trouve un magnétomètre en substance, une boussole extrêmement sensible qui surveille le champ magnétique ambiant. Lorsqu'un navire passe au-dessus, le magnétomètre détecte la variation soudaine d'intensité du champ. Une fois ce changement, au-delà d'un seuil prédéfini, un circuit électrique se ferme, le courant atteint le détonateur et 650 livres d'explosifs transforment le fond marin en zone de mort. L'élégance du dispositif du point de vue allemand réside dans son caractère quasiment indétectable. Les mines classiques flottent à la surface ou juste en dessous, reliées à une ancre par un câble. Les dragueurs peuvent couper ces câbles ou les faire exploser à distance. Mais les mines magnétiques reposent directement sur le fond, dans les eaux peu profondes. Les dragueurs qui passent au-dessus les déclenchent comme n'importe quel autre navire. Le Royaume-Uni perd plusieurs dragueurs de mines avant de comprendre ce qui se passait. La solution de démagnétisation proposée par Goudev attaque le problème à sa source. Si l'on ne peut cacher le métal du navire, il faut neutraliser son champ magnétique. La technique consiste à entourer le navire d'une longue boucle de câbles électriques, parfois une seule boucle autour de toute la coque, parfois plusieurs, à différentes hauteurs. Lorsque le courant y circule, il génère son propre champ magnétique, selon les principes découverts par le physicien Hans Christian Ørsted en 1820. Tout est question de polarité. Si la coque du navire présente un pôle nord magnétique à la proue, on fait passer le courant dans le câble de manière à créer un pôle sud au même endroit. Les deux champs s'opposent et s'annulent. Si l'on reproduit correctement cette opération, tout autour de la coque, la signature magnétique du navire chute de 30 pieds à seulement quelques centimètres trop faibles pour déclencher les capteurs de la mine. Mais c'est là que les choses se compliquent. Chaque navire est différent. Un destroyer construit à Glasgow possède une signature magnétique différente de celle d'un cargo assemblé à Newcastle.
L'intensité varie, selon la composition de l'acier, les méthodes de construction, l'ancienneté du bâtiment, voire la direction dans laquelle il était orienté dans le chantier naval. On ne peut pas simplement enrouler un câble standard autour de chaque navire et considérer le travail terminé. Chaque navire nécessite une mesure individuelle, des calculs sur mesure et un étalonnage précis. Goudev comprend qu'il ne règle pas seulement un problème de physique, il cherche à réinventer les procédures de construction navale pour toute la flotte marchande et militaire britannique, et il doit le faire en semaines, pas en années. Le premier essai a lieu en janvier 1940 à HMS Vernon, l'école de torpilles et de mines de la Royal Navy à Portsmouth. Goudev et son équipe choisissent un petit dragueur de mines, le HMS Bramble, comme cobaye. Ils passent 3 jours à mesurer le champ magnétique du navire sous tous les angles, à l'aide de magnétomètres sensibles empruntés au département de physique des universités. Puis ils enroulent 2000 pieds, 600 mètres de lourds câbles électriques autour de la coque, selon un schéma minutieusement calculé, le reliant à un générateur et actionnent l'interrupteur. Les résultats sont stupéfiants. La signature magnétique du navire chute de plus de 90%. Lorsqu'ils font passer le HMS Bramble au-dessus de capteurs magnétiques d'essai, les instruments n'enregistrent presque rien, comme si le navire avait disparu du spectre magnétique. L'idée folle de Goudev fonctionne réellement. Mais le succès engendre son propre cauchemar. Un navire d'essai n'est qu'une preuve de concept. La Grande-Bretagne exploite plus de 9000 bâtiments marchands, plus des centaines de bâtiments de la Royal Navy Destroyers, croiseurs cuirassés, et d'innombrables auxiliaires. Tous doivent être démagnétisés s'ils veulent en survivre au passage dans les eaux britanniques. Et les navires arrivent constamment, cargos américains, escorteurs canadiens, bâtiments réquisitionnés, cargos construits en urgence. La file d'attente ne cesse de s'allonger. Goudev fait les calculs et c'est terrifiant. Chaque navire requiert environ 2000 pieds de câbles épais en cuivre. Pour la flotte marchande, seulement cela représente plus de 18 millions de pieds de câbles, assez pour entourer l'équateur terrestre. Les approvisionnements en cuivre de la Grande-Bretagne sont déjà sous tension pour l'infrastructure électrique, la production de munitions et la construction d'avions. À présent, Goudev a besoin d'une chaîne d'approvisionnement supplémentaire, entière, uniquement pour le câble de démagnétisation. Ensuite, vient le problème de l'installation. On ne peut pas embaucher n'importe quel électricien de rue pour ce travail. Le placement du câble doit être précis, un mauvais positionnement, et le champ de compensation ne neutralisera pas correctement le magnétisme de la coque. Trop de courant, et l'on risque d'embraser ou d'endommager les installations électriques. Pas assez, et le navire reste vulnérable. Chaque montage exige du personnel formé, maîtrisant à la fois l'ingénierie électrique et l'architecture navale, des compétences que la Grande-Bretagne ne possède pas. En nombre suffisant, le pays fait la guerre sur plusieurs fronts, et chaque ingénieur qualifié travaille déjà 16 heures par jour sur le radar, les moteurs d'avion, les systèmes d'artillerie ou le codage. Goudev doit créer une force de démagnétisation complète, la former en quelques semaines et la déployer dans les chantiers navals de tout le pays, puis dans les ports alliés du monde entier. L'amirauté ouvre des stations de démagnétisation dans les grands ports, Portsmouth, Liverpool, Glasgow, Belfast, Cardiff, chacune équipée de magnétomètres de fourniture de câbles et d'équipes techniques formées à la hâte. Les navires entrant au port sont mesurés immédiatement. On effectue les calculs, on enroule le câble autour de la coque et on installe les générateurs. Le processus
complet prend environ 48 heures par navire, si tout se passe parfaitement, ce qui n'arrive jamais. Des bâtiments arrivent endommagés par des attaques et nécessitent des réparations avant même de pouvoir être démagnétisés. Les livraisons de câbles sont retardées, des générateurs tombent en panne, des travailleurs commettent des erreurs de mesure et doivent tout recommencer. Et tandis que tout cela se déroule, les U-boots patrouillent encore à l'extérieur des ports, attendant que les navires démagnétisés sortent et rejoignent les convois en direction de l'Atlantique. Goudev réalise qu'il a besoin d'une solution plus rapide pour résorber l'énorme retard. Son équipe développe un système simplifié, appelé « wiping ». Les navires Baisho passent lentement devant une installation côtière, équipée d'électroaimants massifs qui neutralisent provisoirement leur champ magnétique. Ce n'est pas aussi permanent qu'une démagnétisation complète, mais cela dure plusieurs semaines. Des stations de wiping s'installent aux entrées des ports, traitant plusieurs navires par jour, au lieu d'un tous les 2 jours. En mars 1940, la Grande-Bretagne démagnétise des bâtiments plus vite que l'Allemagne ne pose de mines magnétiques. Mais c'est une course désespérée contre la montre, la vitesse devient tout. L'opération de Goudev se transforme d'un petit programme expérimental en le plus grand projet d'ingénierie d'urgence de l'histoire britannique. En avril 1940, les stations de démagnétisation tournent sans arrêt en 3 équipes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des étincelles jaillissent, des torches de soudure à minuit. Des électriciens épuisés mesurent les champs magnétiques à l'aube, et les équipes de câbles travaillent au milieu des raids aériens, ignorant les sirènes. Car chaque heure qu'un navire passe à attendre sa démagnétisation est une heure de perdu, une heure pendant laquelle il ne transporte pas les approvisionnements vitaux dont la Grande-Bretagne a désespérément besoin. L'amirauté mobilise alors des travailleurs, où qu'elle puisse en trouver. Des électriciens à la retraite sont rappelés en service. Des étudiants en physique sont réquisitionnés directement depuis les amphithéâtres universitaires. Les femmes rejoignent les équipes de démagnétisation en nombre, sans précédent, maniant les magnétomètres et calculant les schémas de câblage, un travail exigeant, précision et compétences mathématiques, non force physique. À l'été 1940, plus de 3000 personnes travaillent dans les opérations de démagnétisation à travers tout le Royaume-Uni. La logistique est vertigineuse. Les câbles arrivent dans les ports, par tonnes, enroulés sur d'immenses bobines. Les ouvriers mettent au point des techniques spécialisées pour manipuler le lourd fil de cuivre, aussi épais que le pouce d'un homme, pesant plusieurs livres par pied. Pour l'enrouler autour de la coque d'un navire, il faut descendre les équipes sur des échafaudages le long des flancs du bâtiment, fixer le câble avec des supports tous les quelques pieds et s'assurer que les connexions soient étanches et résistantes à la corrosion de l'eau de mer. Sur un grand cargo, l'installation demande une journée entière d'un labeur exténuant. Vient ensuite la phase de test. Après l'installation, chaque navire doit être de nouveau mesuré afin de vérifier la qualité de la démagnétisation. Les bâtiments passent lentement dans des zones de test désignées, tandis que des magnétomètres installés à terre enregistrent leur signature magnétique. Si les lectures demeurent trop élevées, les équipes reviennent, ajustent le courant, repositionnent les câbles ou dépannent le système. Certains navires exigent 3 ou 4 tentatives avant d'être correctement neutralisés. Le programme s'étend bientôt au-delà des côtes britanniques. Le Canada ouvre des stations de démagnétisation à Halifax et Montréal. Les ports américains, officiellement neutres jusqu'en décembre 1941, mettent discrètement en place leurs propres installations pour les navires qui rejoindront les convois britanniques.
Gibraltar, Alexandrie, le cap Bombay. Partout où le trafic allié se concentre, les équipements de démagnétisation suivent. L'équipe de Goudev rédige des manuels d'instruction, expédie du matériel outre-mer et forme les équipages étrangers à la technique. Mais les pertes continuent. Juin 1940 apporte des catastrophes sur tous les fronts. La France s'effondre face à l'Allemagne, offrant aux U-boots l'accès à des ports atlantiques comme Brest et Lorient, réduisant de 450 000 leur trajet jusqu'à la haute mer. Les sous-marins allemands peuvent désormais patrouiller plus longtemps et frapper les convois bien plus loin des côtes britanniques. Et bien que des milliers de navires soient désormais protégés des mines magnétiques, ils restent vulnérables aux torpilles en pleine mer. L'amirauté se retrouve confrontée à des choix cruels. Faut-il prioriser les bâtiments de guerre ou les cargos marchands, les navires neufs tout juste lancés ou les anciens encore en service, les bâtiments rapides capables de distancer les U-boots ou les transporteurs plus lents, mais chargés de la plus grande quantité de fret? Chaque décision signifie que certains navires attendront plus longtemps, resteront vulnérables plus longtemps et affronteront davantage de risques. Les équipes de Goudev travaillent à travers le Blitz. Les docks de Londres brûlent sous les bombardements allemands, mais la démagnétisation continue. Liverpool subit des frappes dévastatrices. En mai 1941, plus de 2000 civils sont tués, les infrastructures portuaires ravagées. Pourtant, la station de démagnétisation reste opérationnelle. Glasgow, Belfast et Cardiff endurent les raids aériens pendant que les équipes de câbles continuent d'enrouler leurs fils autour des coques. À la fin de 1940, la Grande-Bretagne a déjà démagnétisé plus de 4000 navires. À la mi-1941, ce chiffre dépasse 10 000. C'est un exploit d'ingénierie comparable à la construction même des bâtiments, réalisés dans des conditions de guerre, avec des ressources limitées, des attaques ennemies constantes, et la conscience aiguë que chaque retard coûte des vies en mer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes durant les 3 premiers mois de 1940, avant la généralisation de la démagnétisation. Les mines magnétiques coulent ou endommagent 115 navires britanniques dans les eaux nationales. À la fin de 1940, après la protection de milliers de bâtiments, ce nombre chute à moins de 20 sur la même période. En 1941, les pertes dues aux mines magnétiques deviennent presque négligeables, moins d'une douzaine pour toute l'année. L'idée folle de Goudev a essentiellement neutralisé l'arme miracle allemande. Mais sauver les navires des mines magnétiques n'est que la moitié de la bataille. L'Atlantique reste un champ de mort. Les U-bootés se moquent qu'un navire soit démagnétisé ou non. Une torpille détruit une coque, quelle que soit sa signature magnétique. Et 1941 devient l'année la plus brutale de toute la guerre des convois. Dönitz dispose alors de plus de 100 sous-marins opérationnels et ces meutes infligent des pertes terrifiantes. Rien qu'en novembre 1941, les U-boots coulent 62 navires alliés totalisant plus de 300 000 tonnes. Pourtant, la démagnétisation offre aux convois quelque chose d'inestimable, la prévisibilité. Avant, les capitaines marchands faisaient face à des menaces venues de toutes les directions. Les U-boots en haute mer, les mines magnétiques dans les eaux côtières, les attaques aériennes près des rivages. Les navires devaient franchir un véritable champ de bataille depuis leur départ, des ports nord-américains jusqu'à leur arrivée en Grande-Bretagne, sans la moindre zone sûre sur tout le trajet. La démagnétisation élimine enfin une de ces variables. Les convois peuvent désormais se concentrer entièrement sur la menace sous-marine. Les commandants d'escorte n'ont plus à craindre que des navires explosent dans les approches des ports.
Les bâtiments peuvent emprunter des routes côtières plus sûres, dans des zones trop peu profondes pour les sous-marins, puisque les mines magnétiques n'y représentent plus de danger. Les Britanniques peuvent alors concentrer leurs ressources défensives, destroyers, avions, stations radars sur la lutte anti-sous-marine. Au lieu de les disperser face à des menaces multiples, l'impact psychologique est immense. Les équipages marchands, qui avaient vu des navires sauter dans des ports supposés sûrs, retrouvent confiance. Ils savaient que leurs bâtiments démagnétisés peuvent réellement atteindre leur destination. Le moral s'améliore, les marins cessent de refuser les affectations. Le vacarme régulier des explosions mystérieuses qui terrorisaient la marine marchande britannique à la fin de 1939 et au début de 1940 s'arrête net. Des navires continuent de couler beaucoup, mais au moins les équipages savent désormais contre quoi ils se battent. En 1942, le programme de démagnétisation est devenu si courant qu'il n'est presque plus mentionné dans les rapports navals. Chaque navire est démagnétisé aussi automatiquement qu'il est peint. Les nouveaux bâtiments sont construits avec des bobines de démagnétisation déjà intégrées à la coque. Les Liberty Ships, sortant des chaînes de montage américaines, au rythme de 3 par jour, sont tous équipés d'un système de démagnétisation standard. Ce qui semblait impossible en janvier 1940, protéger l'ensemble de la flotte alliée, devient en 1942 une procédure opérationnelle ordinaire. Les Allemands tentent de s'adapter, ils modifient leurs mines magnétiques avec des détonateurs plus sensibles, capables, pensent-ils, de détecter même les navires démagnétisés. Ils ajoutent des capteurs acoustiques, réagissant au bruit des hélices, et combinent parfois détonateurs magnétiques et capteurs de pression, nécessitant à la fois une signature magnétique et l'onde de pression de l'étrave. Mais chaque amélioration exige une nouvelle production de mines, de nouveaux déploiements, et désormais les dragueurs britanniques, comprenant parfaitement la menace, deviennent bien plus efficaces pour les neutraliser. La bataille de l'Atlantique se poursuit jusqu'en mai 1945 et les U-bootés demeurent meurtriers jusqu'à la reddition de l'Allemagne. Pourtant, la menace des mines magnétiques, qui avait presque paralysé la navigation britannique en 1940, ne se relève jamais. La solution de Goudev tient bon. Les navires continuent de traverser l'Atlantique, maintenant la Grande-Bretagne approvisionnée, nourrie, et toujours dans la lutte. Non pas parce qu'ils sont invincibles, mais parce qu'il y a désormais une arme de moins capable de les tuer. Charles Goodave ne deviendra jamais un nom célèbre. Aucun monument ne sera érigé en son honneur. Aucun film hollywoodien ne racontera son exploit, tandis que les déchiffreurs de Bletchley Park et les scientifiques du radar de Bautzen Manor reçoivent reconnaissance et gloire après guerre. L'homme qui a sauvé des milliers de navires et des dizaines de milliers de vies demeure largement inconnu, sauf dans les cercles d'ingénierie navale. Ainsi fonctionne souvent la guerre. Les innovations cruciales surgissent dans le silence, résolues par des gens dont personne n'entend parler, tandis que les journaux titrent sur les batailles et les généraux. Pourtant, l'impact de son travail dépasse de loin la Seconde Guerre mondiale. La démagnétisation devient doctrine permanente dans toutes les grandes marines du monde. Les bâtiments modernes utilisent toujours des systèmes de compensation magnétique, désormais informatisés et capables d'ajuster en temps réel leur champ en fonction des variations locales. Les sous-marins, qui doivent éviter d'être détectés par les détecteurs d'anomalies magnétiques, emploient une technologie de démagnétisation encore plus perfectionnée. Les mêmes principes servent aujourd'hui à protéger les câbles sous-marins, les instruments scientifiques et les appareils électroniques sensibles contre les interférences magnétiques. L'héritage le plus large de Goudev résida toutefois dans sa façon d'aborder les problèmes. Il ne pensait pas comme un officier de marine prisonnier,
des traditions et des tactiques conventionnelles. Il pensait comme un scientifique conscient que la guerre moderne consistait de plus en plus à combattre les lois mêmes de la physique. Le radar transformait le combat aérien en une partie d'échecs électromagnétiques. Le sonar faisait de la guerre sous-marine une bataille d'ondes sonores, et les mines magnétiques avaient littéralement transformé le champ magnétique terrestre en arme de destruction. La victoire reviendrait à celui qui comprendrait le mieux et saurait le plus habilement exploiter les principes scientifiques. La Royal Navy reconnut ce tournant. Le Department of Miscellaneous Weapons Development, où travaillait Goudev, devint une institution permanente. Le Royaume-Uni resserra les liens entre les universités et la recherche militaire. Les scientifiques cessèrent d'être vus comme des excentriques marginaux pour devenir des acteurs essentiels de la planification de la défense. Goudev lui-même gravit les échelons. Il devint directeur de l'équipement naval terrestre, puis directeur général de la recherche et du développement au Ministry of Supply. Après la guerre, il fut anobli et continua à travailler sur des problèmes scientifiques jusqu'à sa mort en 1920. Mais la leçon la plus importante de la démagnétisation touche à la souplesse institutionnelle en temps de crise. En 1940, la Royal Navy était l'une des organisations les plus traditionnalistes de l'histoire figée, dans des siècles de coutumes, de protocoles et de procédures établies. Pourtant, face à une menace existentielle, alors que les navires explosaient et que les solutions classiques échouaient, l'amirauté donna à un professeur d'université, porteur d'une idée jugée folle, le pouvoir de reconfigurer toute la flotte. Ce type de courage institutionnel est rare. Réfléchissez à ce que la Grande-Bretagne accomplit en moins de 2 ans. Elle prit un concept théorique, prouva son efficacité, le déploya sur des milliers de navires, forma des milliers de travailleurs, mit en place une infrastructure mondiale et résolut pratiquement un problème qui menaçait d'affamer la nation jusqu'à la reddition, tout cela en menant la guerre sur plusieurs fronts, sous les bombardements, face au risque d'invasion. Dans une situation de désespoir absolu, les convois continuèrent à voguer. La Grande-Bretagne survécut. Et bien que la démagnétisation ne fût qu'un élément parmi d'autres tactiques de convoi, porte-avions d'escorte, patrouilles aériennes, à long rayon d'action cryptanalyse et simple courage humain, elle élimina une menace mortelle au moment précis où le pays ne pouvait plus se permettre la moindre perte supplémentaire. Parfois, en guerre, l'idée la plus folle s'avère la bonne. Parfois, envelopper des navires de kilomètres de câbles électriques et les transformer en électro-aimants est exactement ce qui sauve une nation. Et parfois, le héros n'est pas l'amiral sur la passerelle, ni le pilote dans son cockpit, mais un professeur canadien de chimie qui comprenait le magnétisme mieux que quiconque ne l'aurait imaginé.